Bonne nouvelle pour la bande de diaspora éparpillée à travers le monde. Au quotidien, bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kénéroté, les agence pour la bande de Kombongo. Dans là, il y a application sans douleur au Ezali. Très facile. Au côté télécharger à partir à téléphone, na yo quotidien la bande de Ko. Au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement bakoki ko récupérer mbongo na nzela ya M-Pesa to Orange Money na bango et yo esika ozali bonne nouvelle miami balé ezali que ceux qui ont téléchargé application Sandwave et kotindi na code promo Buzz TV on reçoit $10 lokola bénéfice donc il y a pas mieux télécharger mokona lelo makamba hotel les managers Cécile il y a pas mieux que ça tinda mbongo la facilité dès aujourd'hui télécharger Sandwave na nzela ya téléphone na yo plus facile, il n'y a pas mieux. L'informateur Kabouya a achevé la deuxième phase de la mission de consultation des partis et regroupements politiques confiée par le président de la République. Rappelle la prospérité cap désormais vers la formation du gouvernement, écrit les journaux. Tout le monde s'abandonne désormais au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État pour la nomination du premier ministre. Les suspens perdurent quant au choix de l'oiseau rare qui aura mission de répondre aux nombreux impératifs auxquels fait face la République démocratique du Congo. La crise multiforme aggravée par l'instabilité à l'est de la RDC a rendu tout urgent. Et puis, cette précision du député national Gary Sakata au sujet de la procédure demandant aux députés de remplir une fiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition dans une interview accordée à la radio Okapi. Cet élu du peuple affirme que cette procédure est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ces députés précisent aussi que cette démarche ne contredit pas non plus les travaux de l'informateur. Justice, les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi Salomo Idi Kalonda est enfin libre. Média Congo nous apprend que la haute cour militaire lui a accordé la liberté provisoire. La liberté provisoire accordée à Salomo Kalonda, écrit Forum des As, intervient après plusieurs demandes reformulées, notamment à travers des plaidoyeries de ses avocats et des défenseurs des droits de l'homme qui ont brandi la détérioration de la santé du détenu incarcéré depuis plus de 10 mois. Autre chose à Kindu, des scènes délices dans certains quartiers de Kindu après la libération accordée à Salomo Kalonda, a constaté Actualité à point CD. Procès modérons Simba, la Cour de cassation, rapporte Média Congo, a décidé hier mercredi la surséance de l'affaire opposant l'ancien ministre du Tourisme Modéron Simba au ministère public. Lors de cette audience, explique sur cette procédé dès ce mercredi 27 mars 2024, la Cour de cassation a décidé de surseoir l'instruction de l'affaire, question d'attendre la réponse de la Haute Cour sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense pour contester la procédure des flagrances sous laquelle son client est poursuivi en plus de l'incompétence
l'indépendance des juridictions. Et pour terminer, autre chose, pour une visite de travail, Félix Tshisekedi est à Lomé, annonce l'avenir. Selon les quotidiens, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé hier mercredi à Lomé, capitale du Togo, pour une visite de travail. L'objectif de cette visite, des courtoisies entre les deux autorités, et de renforcer la coopération bilatérale entre la RDC et les Togo. Après une escale au Togo, Félix Tshisekedi poursuit ses visites de travail en Mauritanie, nous fait savoir la prospérité plus. Le président de la RDC a été accueilli par son homologue mauritanien Kazouane, qui est également président en exercice de l'Union européenne. Selon l'Union africaine, pardon, merci beaucoup, Mike Gardidian. Situation sécuritaire avec ce que dépêche.cd appelle un exploit des FARDC à Saké, au Nord Kivu, d'après ces médias en ligne qui citent les porte-parole des FARDC dans cette partie du pays. Les militaires rwandais et leurs alliés du M23 se rendent en masse en déposant les armes suite à la pression de l'armée nationale. Selon les porte-parole des FARDC, au Nord Kivu, renchérit la référence plus, les membres de la coalition M23, dont le nombre n'a pas été dévoilé, ont décidé de ne plus participer à l'agression rwandaise en raison de la puissance d'effet des forces loyalistes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine de débat et analyse politique en République démocratique du Congo. Nouveau numéro Grande Tribune. Sur ces plateaux, nous avons Mike Gardidian, il est journaliste, analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci Daniel, merci pour l'invitation. Je profite pour saluer le pasteur en face de moi et surtout ceux qui nous suivent. Merci, il n'est pas seul, vous l'avez compris. En face de lui, pasteur Serge Taboko, cadre décidé, parti cher à l'opposant Martin Fayoulou. Pasteur, bienvenue. Merci beaucoup, cher compatriote Daniel, pour l'invitation. Comme d'habitude, permettez-moi de dire merci à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Nous vivons dans un espace géographique où tous les indicateurs de la gestion moderne sont au rouge. La sécurité, c'est grâce à Dieu. La mobilité, c'est grâce à Dieu. Le social, c'est grâce à Dieu. Malheureusement, en face de nous, il y a un groupe de gens qui se prétendent nous diriger et aussi ils n'ont pas de solution. Malheureusement, ils sont mieux payés, ils n'ont pas de retard de salaire. C'est pourquoi ça nous donne toujours cette force de continuer cette lutte. Parce que si vous essayez d'interroger nos aînés qui ont vécu dans les années 60, ils vous diront que il faisait beau vivre, c'était mieux. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous sommes devenus la risée du monde. Et moi, Serge Taboko, j'avais levé l'option de faire cette lutte pour que les générations futures, en général en particulier mes enfants, ne puissent plus vivre, ou soit ne puissent pas vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que tout est Dieu. Mais pour manger Dieu, la maladie c'est Dieu. Donc nous sommes, c'est vraiment, on manque même des mots. Pour terminer, je peux illustrer ça par un ou deux exemples. Vous avez vu, je crois, dans un passé récent ici, une balinière qui s'est noyée juste ici à Maloko, et sous la barbe des services de l'État. Ils ont rationné la pauvre population, mais la balinière s'est noyée. Tout le monde regardait comme dans un film de Titanic, et aucun mécanisme, aucun enjeu mis en place pour aller même secourir ces gens-là. Et nous, quand nous fûmes encore enfants, même sous le régime Mobutu, malgré sa dictature, il y avait des canaux rapides, il y avait des, on appelait ça, c'est-à-dire les engins utilisés par des marins à l'époque, lorsqu'il y avait des naufrages. Parce que moi, je suis riverain, je suis juste au bord du fleuve, enfin, dans le collet là ici, mais lorsqu'il y avait des problèmes, des naufrages, tout ça, ils venaient là, ils intervenaient. Mais aujourd'hui, rien. Mais il y a des gens qui se prétendent vous diriger. Il y a un autre cas là, je crois, le Lubumbashi, il y a un avion qui a failli... non, il y avait un crash. Non, l'avion avait raté, je crois, son décollage. Et c'était au Lubumbashi, au Katanga. Vous avez vu, il y avait des amis qui sont sortis, ils ont dit c'est grâce à Dieu. Parce qu'il n'y avait même pas un enjeu, même pas un véhicule. Si peut-être l'avion avait plus fait aucun enjeu. Donc, bref,
Mais vous allez voir, les gens, ils sont là, ce sont des millionnaires, ils se prétendent, ils tapent poitrine que nous sommes là. On était en 2018, on n'avait rien, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'argent. J'ai sali mon ami que j'aime beaucoup, Makadi. J'ose croire que nous allons passer un bon moment pour essayer d'édifier ceux qui vont nous suivre. Merci beaucoup. Des questions font l'objet de notre débat ce matin. La première élection au Sénégal, quelles leçons tirées pour la RDC? Et puis, insécurité, pourquoi les CG de l'ONU insistent sur les armes d'appoint du M23? Je veux également accorder la parole à Maïka Gardi, si vous avez un biscuit, avant d'aborder notre question. La première. J'aime pas ce concept biscuit parce que ça voudrait dire que tu quittes chez toi à la maison avec un sujet en poche et ça revêt un caractère très péjoratif, mais je crois que si je dois intervenir avant le thématique mise à l'ordre du jour, je reviendrai sur la question de le conflit post-électoral avec les arrêts de la Cour constitutionnelle. Il est vrai qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui ont presque acheté des sièges. En l'occurrence, j'aime pas citer les noms de gens, mais dans ces contextes ici, il faut tirer le diable par la queue. Sami Badibanga, dans le Kassai, à Katanda, il n'a même pas battu campagne, il s'est retrouvé député. Si vous regardez sur le PV, dans le top 10, il n'est même pas là. C'est-à-dire qu'il n'était même pas élu, mais qui, pour à coup de billets d'argent, se retrouve aujourd'hui avec un siège. Et pourquoi on le fait? Parce que dans la proportion, on s'est rendu compte que qui est celui qui a été proclamé par la CENI, c'est lui qui a battu campagne. On se rend compte que c'est un jeune qui venait d'arriver et qu'on estime que bon, ça a un poids mouche et que finalement on peut facilement évincer calmement. Mais sans faire le bruit. Oui, sans faire le bruit, mais malheureusement c'était sans compter sur le fait que je me suis rendu compte que le jeune Olivier Sendoula est autant de nutriments. C'est-à-dire si quelqu'un arrive à se faire élire dans une zone où les gens ne le savent peut-être pas à Katanda, il y a un conflit communautaire, c'est peut-être pas à la même dimension qu'ailleurs, mais c'est un conflit très dangereux. Si on arrive à avoir un candidat qui fait l'unanimité, faut pas naïvement croire que parce que je suis Sami Badibanga, j'arriverai à prendre son siège, j'arriverai à le mettre hors état de nuire. Et aujourd'hui, la situation est un peu plus tendue, je crois qu'il doit le faire. Au-delà de ça, j'ai vu de jeunes à gauche, à droite, à qui on a réglé de compte parce que on est dans la bataille pour le gouvernement. Il faut fragiliser certains regroupements politiques qui s'organisent après les élections. Pour essayer un peu de réduire leur force en termes de nombre d'élus et réduire leurs ambitions. Et malheureusement, je crois que la Cour constitutionnelle a fait ce travail-là, ce sale boulot. Je rappelle encore à Dieudonné Kamuleta que c'est un serviteur de Dieu. Et s'il ne veut pas craindre le gens, qu'il pense quand même au Dieu qu'il sert depuis plus de 20 ans maintenant et qu'il sait remettre dans sa peau. Il ne faut pas dissocier. La vie chrétienne n'est pas une vie, n'est pas une veste où on le met quand ça nous enchante et puis on peut l'enlever pour faire autre chose. Je crois qu'à ce niveau ici, il doit savoir que cette vie-là lui colle à la peau. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui parce qu'il y a l'Assemblée nationale a été notifiée de tout ce qu'il y a eu comme arrêt? C'est encore possible parce que nous avons également appris que la Cour a reçu quelques requêtes de députés qui ont été invalidés sous la liste définitive. On a une jurisprudence, je crois que les élections de 2018, le cas Daniel Safou, le cas Feu Cheribert Okende, que vous connaissez, qui avait son siège, qu'on avait débarqué aussi par cette cour-là, mais après, il s'est avéré être une erreur matérielle et que finalement, ils ont repris leur siège. Donc, je crois que c'est toujours possible quand il s'agit des erreurs matérielles. Aux dernières nouvelles, il y aurait eu une commission qui était mise en place pour pouvoir traiter de ces cas-là au niveau de la Cour, mais la Cour continue à démentir cette information-là. Mais moi, je sais aussi qu'aujourd'hui, il y a eu une telle pression que finalement, la Cour doit se ressaisir parce que je crois que cette approche-là d'aller en toute impunité, aller priver aux gens qui ont eu la représentation de la population aussi facilement comme ça, je crois que c'est une idée à décourager. Il y a une jurisprudence. Si les hommes de droit viendront vous dire que non, les arrêts de la Cour sont inattaquables et puis à droite, ils sont en caractère définitif, oui, mais il y a une jurisprudence. Quand il y a erreur matérielle, il faut le corriger. C'est vrai que les hommes de droit, certains vous rappelleront le principe que l'erreur profite à l'accusé, mais là, il ne s'agit pas d'une erreur délibérée après un procès, là, il s'agit d'une erreur technique de la part de la Cour. Et en cet instant-là, il y a une victime qui n'est pas partie prenante à la décision à ces erreurs-là. Donc, je crois que la Cour doit corriger cette erreur-là et éviter de se targuer la poitrine et d'en tirer l'épingle de son jeu. Donc, je crois que
que la Cour fasse son travail et que les choses redeviennent à la normale. Et je crois que ça sera la meilleure des choses. Merci beaucoup. D'espère que ça ne puisse plus ramener un peu la tension, enfin, vu que on est en train de courir derrière les temps pour que les institutions soient... Ça risque de renforcer, de toute façon on va en parler, cette forme d'ingouvernabilité en interne parce que nous savons tous la notion de la représentativité. Quand quelqu'un arrive à avoir et qu'il fait l'unanimité, que les gens estiment être floués, c'est pas le processus électoral de 2006 où ça se passait calmement. Aujourd'hui, le Congolais a fait preuve d'une certaine maturité et avec un attachement particulier à ceux à qui il confie un mandat. Et dans deux zones reculées, peut-être à Kinshasa, c'est une mosaïque qu'on a tendance à facilement oublier. Mais à l'intérieur, croyez-moi, c'est des gens téméraires qui ne lâchent pas les choses aussi facilement. Une très bonne analyse sur cette question. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux élections au Sénégal, Macky Sall appartient désormais au passé. Comment avez-vous analysé ces scrutins? Je connais un peu plus particulièrement le Sénégal, parce que j'ai un attachement à ce pays, pas parce que je suis congolais des pères, des mères, ne vous en faites pas, mais j'ai eu la chance d'être formé par ces gens-là. Ma formation en communication provient de cet état-là. Je connais le caractère résilient du peuple sénégalais. Et moi particulièrement, c'est vrai, ça ne m'a pas choqué parce que c'est vrai, il y a un ordre constitutionnel, il y a un mandat limité et toute forme de passation en force. C'est vrai, nous le Congolais, on est peut-être un peu léthargique, mais chez ces gens-là, ça passe pas. Posez la question à Wad, il vous dira. Wad, si vous regardez son bilan économique, on vous dira que c'est quelqu'un, un précurseur de beaucoup de projets intéressants, que Macky Sall aussi a implémenté par la suite. Mais au-delà de ça, le peuple sénégalais est très attaché aux valeurs communes, très attaché aux textes, très attaché à l'ordre constitutionnel, surtout parce que pour eux, c'est la valeur d'un État. Moi, ça ne m'a pas choqué. J'ai eu un sentiment de déception à voir Macky Sall se compromettre comme ça. Pourtant, quelqu'un que je connaissais peut-être avant cela, un type très orthodoxe, un technocrate tout bien fait, quelqu'un qui avait une réflexion assez cohérente. Mais je crois que ça a fait partie de ce qu'on appelle la boulimie du pouvoir. Et malheureusement, heureusement pour lui qui s'est vite ressaisi et a vite lâché l'affaire et s'est montré très sportif, lui et la plupart de ses collaborateurs. J'espère que c'est la première des choses, moi, qui m'a plu, au-delà de ce qui me désole. Mais au final, il y a beaucoup de leçons à tirer de ça. Moi, j'en tire particulièrement trois belles leçons. La première, c'est... généralement pour l'ensemble du continent africain, on doit savoir aujourd'hui que si la population a cette forte propension vers l'effet surprise et le renouvellement constant, c'est pour des raisons de malgouvernance. Il arrivera un moment, il faudra savoir que l'Afrique doit se donner une dynamique, doit se fixer, doit se donner un prisme en matière de gouvernance, avoir cette politique-là qui n'est pas rompue avec les désirs. J'ai toujours un principe que je rappelle aux jeunes gens, j'ai dit... on n'est plus dans ce monde-là où aujourd'hui on venait imposer son point de vue. Aujourd'hui, la meilleure des politiques, c'est savoir écouter le desiderata et concevoir une politique en fonction du besoin réel de la population. Et malheureusement, ça, c'est pas encore très fréquent en Afrique. C'est-à-dire, on n'a pas encore compris le caractère sacré de l'écoute. Parler est un besoin, oui, mais écouter est un art. Et seuls les gens sages qui... sont un peu plus mûrs, connaissent l'importance d'écoute et malheureusement c'est pas le cas de l'Afrique. La deuxième leçon, je crois que c'est la dépersonnalisation de projets politiques. Faye est les résultats d'un travail abattu par Sanko qui a présenté un projet qui a séduit les gens, mais puisque c'est quelqu'un de prévoyant, il se disait le Macky Sall qu'on connaissait, c'est pas le même Macky Sall aujourd'hui. C'est d'ailleurs la troisième leçon que j'ai tirée, c'est cette forme de répression politique. Sachant que la répression est devenue un instrument politique, je ne veux pas, moi, m'attacher à un projet. Il présente un projet qui séduit l'ensemble de la population, mais après, avec les incarcérations et autres, quelqu'un d'autre s'en approprie. Et aujourd'hui, on est sûr que moi, je suis presque sûr que Faye saura implémenter ces projets-là, cette forme de dépersonnalisation de projets politiques. Réfléchir sur l'intérêt général, pour moi, c'est une très belle leçon que l'Afrique doit prendre. Et enfin, la dernière leçon, c'est... faut quitter le principe de la démocratie du plus fort. La force à la loi, c'est vrai, la force à la loi est un élément essentiel, mais cette loi-là aujourd'hui, qui revêt de temps en temps un caractère subjectif, c'est bon quand ça nous arrange, et cette loi elle est mauvaise quand ça ne nous arrange pas. C'est devenu un instrument plutôt de torsion
pour les autres adversaires politiques. Je crois que c'est pas intéressant. Aujourd'hui, je reste convaincu, surtout pour quelqu'un qui ne croit pas à l'égalité et qui préfère parler de la différence, en matière de gouvernance en Afrique, le dialogue le coûte. Et pour moi, l'un des meilleurs instruments de gouvernance, et il faudra qu'on s'en saisisse pour changer de cap sur l'ensemble du continent africain. Merci beaucoup. Alors, vous également, Pasteur Serge, comment avez-vous analysé les élections au Sénégal? Macky Sall ne sera plus président. Merci beaucoup, cher compatriote, pour la question. Mais permettez-moi de dire un mot. Bon, c'était son discours, mais néanmoins, c'est intéressant lorsqu'il interpelle le président de la Cour dans sa casquette d'un homme de Dieu. Okay. J'ai voulu aussi placer un mot là-dessus. Juste dire à mon ami Makadi que ce qui tue le Congo, ce n'est pas seulement une question de qualité ou de compétence. Nous avons des hommes compétents, intelligents, mais il y a un problème, c'est un système. C'est un système mis en place, je peux dire, un système légué par les Occidentaux, les impérialistes, ceux qui nous ont colonisés, un système de prédation des ressources et de la conservation du pouvoir de la manière non démocratique. Alors, lorsque vous êtes invité, vous êtes nommé dans un pareil système, à l'intervention, soit aux préoccupations de notre camarade Jan, c'est que au Congo, en particulier, dans des pays sous-développés ici en général, bon, pas tous les pays, mais il y a quand même d'autres pays, comme le cas du Sénégal que nous allons parler ici, l'Afrique du Sud, mais néanmoins la majorité des pays, surtout ici dans l'Afrique centrale, c'est que c'est un système de prédation, et je doute fort que ceux qui tombent, ceux qui se lancent dans cette ou soit dans ces bêtises-là, de corruption, je ne pense pas qu'il y a que les corrupteurs et les corrompus. C'est un système. On vous envoie des listes. C'est organisé. On vous envoie des listes. Comme il a dit là, bon, l'autre là, c'est un poids mouche. Il ne représente rien. Tu peux les donner. Il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Même comme on a vu certains documents, on identifiait si c'est... même la haute cour, bon, nous disons conditionnel, hein, on ne sait pas, qui aurait touché si c'est des pots de vin. Ces enveloppes-là viennent juste comme en termes de motivation, parce que vous avez rendu un service. On peut vous donner quelque chose en termes de motivation. Mais en réalité, ce sont des listes qui viennent, c'est dans les systèmes, comme c'était même en 2018 ici, c'est toujours comme ça, on envoie tel enlève Daniel, mettez tel, c'est comme ça. Et lorsqu'il a donné même l'exemple de 2018 pour la jurisprudence, le cas de paix à son âme, et de Daniel Saf, vous serez d'accord. Moi, je ne parlerai pas des erreurs matérielles. Certes, je ne suis pas juriste, mais une erreur matérielle, si ma mémoire ne me trahit pas, même en droit administratif, c'est une omission involontaire. C'est par exemple, lorsque vous voulez écrire par exemple Taboko et Wondanda, Serge Taboko et Wondanda, c'est un nom complet. Mais vous écrivez par exemple Tabaka et Oudada, tout ça. On voit ça souvent dans l'administration publique ici, c'est en fonction de lorsqu'il y a un arrêté qui sort, on voit qu'il y a des erreurs matérielles, on vient corriger. Mais lorsque vous élidez, lorsque vous enlevez les noms d'une dizaine de gens élus, vous les remplacez par les nouveaux noms. Ça parlait de l'erreur matérielle, je ne pense pas. Comme on a fait en 2018, vous avez dit, mais c'est fait, Tshisekedi avait invité le président, paix à son âme, le président de la Cour, Benoît Lamba, il a été invité, convoqué, je crois, après avoir, on doit dire des choses vraies, puis à l'époque, il y avait encore l'alliance FCC Cash, ils ont été en contact avec Kabila, ils ont dit, bon, il faut, bon, comme il y a eu les spectacles là de Daniel, ça faut les autres, on ne pouvait pas faire, parce que moi, j'ai participé. C'est parce que cette année, il n'y a pas eu la pression. Non, il y a la pression. Parce qu'à l'époque, il y avait la pression interne et externe. Il y avait même l'Union européenne et les gens qui ont décrié. Merci. Cette fois-ci, on n'a pas décrié. On a décrié. On a dit que le processus a été mal entamé. Vous comprenez? Même l'Église, quand tout le monde en parle. Vous comprenez? Mais dans les passés, c'était Kabila. Bon, on dit, bon, on a appelé ça l'erreur matérielle. Non, ça, c'est pas l'erreur matérielle. Ça, c'est fait à dessein. On fait des pressions. Je suis une ministre, je crois, la vice-ministre des Transports, qui rassure à
à ses électeurs. Il dit non, je n'ai pas perdu mon chaise, je vais les récupérer. La justice n'existe pas, c'est une erreur matérielle, on va me retourner mon chaise. Donc c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Et c'est une honte pour notre pays. Il y a même les cas où il y a des députés qui ont été invalidés sans aucune invitation. Aucune invitation, même pas requête de l'autre cas, des cas divers. C'est-à-dire, il n'y avait même pas requête et il est si pris qu'il est invalidé. Tu ne peux pas appeler les matins. Donc, même le montant qu'on attribue à ces gens-là, qu'ils ont été si c'est corrompu, moi, ce sont juste des motivations, les enveloppes qu'on donne. Bon, vous avez rendu quand même un service, bon, prenez 500 000 $ parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais c'est fait à dessein, c'est organisé, c'est planifié, comme c'est fait à l'époque de celui qui est parti le président de la CENI. Comme à l'époque de Nang, il a dit non, moi j'étais là, on a participé, et ceux qui sont là, ils savent ce qu'on a fait pour qu'ils soient là. Donc c'est fait à dessein. Donc la conséquence, c'est le pays qui ne marche pas. Et par rapport à notre sujet, ce qui est important, comme Diana l'a si bien dit, malheureusement pour nous, ici c'est une belle leçon de la démocratie. Ça prouve que la démocratie respire. Mais il y a eu aussi des couacs. Ici, nous saluons par exemple la mémoire de Sédar Senghor. Il y a eu Diouf après. Mais après Diouf, je crois que c'était Wade. Wade, je crois, après le deuxième mandat, il a voulu tergiverser, il a voulu chercher un troisième mandat. Mais la population est sortie. Moi, je ne dirais pas comme d'autres communicateurs, je le suis ici. Non, la population n'est pas... La population congolaise est naïve, voilà ce que la population sénégalaise a vu. Non! Ici, nous avons aussi un peuple clairvoyant, nous avons aussi une population qui est déterminée. Vous allez voir, depuis les élections de 2006, la population vote toujours l'opposition. Mais malheureusement, c'est ce qui se réalise et ce qui se concrétise, c'est autre chose. Comme en 2006, en 2011, en 2018, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, ça c'est encore plus pire. Donc, la différence avec nous et la population sénégalaise, ou la population congolaise et la population sénégalaise, c'est que lorsque la population sénégalaise est sortie sous Wade, on n'a pas tiré de balles réelles. Mais ici, lorsque la population sort, on tue des balles réelles. Ici, même sous le régime de Kabila, vous allez voir, on invite même des armées étrangères qui viennent ici cabouler dans des stations. Vous avez vu à Fikine partout. Même lorsque vous venez de publier ici, demandez, moi j'habite à Tchang, à l'entrée là de l'Apocalypse, tout ça, il y avait déjà la cagoulée, tout ça. Ils sont toujours comme ça. Et ça, vous n'avez pas vu ça au Sénégal. Certes, il y avait la police qui venait, et l'armée venait peut-être pour contenir la population, mais on n'a pas tiré de balles réelles. Donc, si on avait fait au Sénégal comme on a fait ou on fait au Congo, donc on allait toujours imposer. Bref, les amis sont quand même cultivés. Okay. Ici, il y a un problème, c'est qu'il y a la classe politique en général, en particulier la classe dirigeante, est inculte. Il y a la confusion. On n'arrive pas à faire la différence entre la gestion moderne, c'est-à-dire la démocratie que nous avons nous-mêmes acceptée, importée, et la gestion traditionnelle empirique, c'est-à-dire la monarchie, le système monarchique ou les empires dans le passé. Vous serez d'accord avec moi, dans la gestion moderne en démocratie, pour le cas de notre pays, la population, c'est elle les souverains, conformément à l'article 5 de la Constitution. Les souverains, c'est le peuple. Ceux qui gèrent, ce ne sont pas les autorités, comme on peut dire ici, Bakozibota et Labisso. Ceux qui ont la commande, ceux qui sont élus, ce sont des esclaves, ce sont des serviteurs. Ils sont redevables à la population. C'est-à-dire ils font ce que la population, ce que les souverains demandent, comme c'est fait avant le XVIIIe siècle. Vous comprenez? Mais malheureusement, pour le cas de notre pays, ceux qui dirigent, ce sont eux les souverains. C'est-à-dire, le président c'est à lobby, les ministres a dit, Papa Taïla Bisso Makam, ce sont eux les souverains. Ils n'ont de compte à rendre à personne. Okay. Ils peuvent fabriquer des résultats, ils peuvent imposer. Mais dans tout ça, la conséquence, c'est le Congo qui marche en reculant. Nous avons obtenu les indépendances comme d'autres pays, parce que c'est ce qui me met toujours mal. Lorsque les choses ne marchent pas dans notre pays, nous cherchons des sorciers hier, comme Macron nous a rappelé ici, au lieu de chercher des sorciers hier, non? Voilà le Congo, parce qu'on a des potentialités, il y a la communauté internationale, il y a ceux qui ne veulent pas de nous. Mais lorsque vous êtes dans un grand pays pareil, vous êtes incapable ne fût-ce que d'identifier des Congolais, c'est-à-dire d'avoir une carte d'identité. C'est toujours la communauté internationale, chers compatriotes. Lorsque vous avez, même notre administration prénomme ne fût-ce que la fonction publique, les nombres exacts des fonctionnaires de carrière, vous êtes incapable d'identifier les nombres exacts de fonctionnaires de carrière. Puis c'est lorsque vous connaissez, vous faites quand même le recensement, vous aurez l'idée nette si la population que vous dirigez, les étrangers qui sont dans votre pays. Et lorsque vous aurez peut-être besoin d'organiser des élections, vous aurez des informations avec beaucoup de précision. Mais pourquoi on ne les fait pas? Parce qu'il y a des calculs politiques.
Si, par exemple, on organise un recensement ici et que vous avez des chiffres clairs, et ils auront des difficultés d'embrouiller des données pendant les élections. C'est ça le nez du problème. C'est ça le nez du problème. Qui nous empêche? Parce que j'ai suivi, je crois même la semaine dernière, si, quelques vidéos, comment envoyer des papas de Tshisekedi. Lorsqu'il critiquait le régime de Mobutu, même le régime de Joseph Kabila. On lui pose la question, je crois que c'était si France 24, il dit le bonhomme n'est rien, il n'a même pas une vision. Nous vivons dans un pays où il n'y a même pas, on ne sait même pas combien de Congolais. C'est la critique de l'IDPS. Mais aujourd'hui, 5 ans après. Donc, les gens prennent le pouvoir par la force. Okay. Mais pour terminer, il faut comprendre ceci. Merci. Dans la gestion moderne, la notion de la légitimité, c'est une notion très complexe, très capitale. C'est la vitalité même de la démocratie. C'est-à-dire, en démocratie, même si Jésus venait ici, il ne sera pas élu par la majorité des Congolais, mais, pardon, en 100% par tous les Congolais, mais la majorité, par exemple, des chrétiens, qui vont peut-être choisir Jésus. Et vous, si vous passez dans les élections, dans un processus crédible, vous serez choisi, élu par la majorité des compatriotes. Vous avez ce qu'on appelle, parce que même les élections du Sénégal, je ne pense pas que tous les Sénégalais ont voté faille. Donc, lorsque vous avez cette légitimité en sociologie politique, ça vous met en position de force, même en négociation, même, parce que ça dit qu'il y a un feedback entre les dirigeants et les dirigés. Mais malheureusement, ceux qui pensent nous diriger par défi, utilise l'armée, la police de sécurité pour brimer, comme on a fait hier là, on a accueilli le directeur du cabinet adjoint, M. Félix Senga, il injustement comme ça de 10h jusqu'à 19h, 20h pour les relâcher. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas, parce que vous avez les pouvoirs, vous avez les monopoles, la puissance publique. Tenez qu'il y aura toujours des Congolais faibles. Merci. Depuis 60 jours qu'aujourd'hui, qui iront se jeter, comme dans le passé, se jeter sous les mamelles de Kagame Museveni, prendre des armes et déstabiliser le Congo. Et au lieu de continuer à dire qu'il y a des ennemis, le problème c'est nous-mêmes. Organisons d'abord des choses. Voilà ce que nous avons tiré comme leçon. Si je peux peut-être terminer, vous avez vu qu'il n'y avait pas... Donc, les PV étaient disponibles via... via l'application mobile. Il y a eu pas de bureau de vote fictif comme c'était fait ici. Aucun jour d'élection supplémentaire. Ici, on a fait des élections pendant une semaine. Des résultats connus les mêmes jours. Pas d'urne électronique à domicile comme nous avons vu ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'encourageant. Et moi, chaque jour quand je me réveille, je me pose la question pour terminer. Est-ce que lorsque l'Éternel dit criant l'homme, nous étions aussi créés, les Congolais étaient aussi créés le même jour où nous sommes des dérivés? Merci. Merci beaucoup. Alors, cher Mike Cardi. Et surtout pas de violence. Pas de violence, vous avez vu là, pas de violence. Il a dit le peuple sénégalais a fait les choix de la rupture. Mais il y a des observateurs qui craignent qu'il n'y aura-t-il pas changement de monnaie ou renversement des alliances. Est-ce que vous êtes également dans la même lecture? Dans la lecture. À chaque fois qu'il y a un opposant qui prend le pouvoir, vous savez comment ça s'est passé en Afrique. Généralement parce qu'ils ne sont pas très préparés pour ça. C'est vrai qu'il y aura des alliances qui vont se refaire. L'histoire nous renseigne les choses comme ça. Je crois que quand il parle, le peuple a fait le choix de la rupture, je l'ai dit dès le départ. Sur l'ensemble du continent, la population africaine est constamment à la recherche de l'effet surprise, constamment à aller chercher cette nouveauté parce que la question de la gouvernance sur l'ensemble du continent, excepté quelques exceptions près, reste un sérieux problème parce que vous imaginez Macky Sall dans un autre contexte. Si vous étiez comme au Sénégal avant les années 2018-2019, si vous y revenez, vous trouverez que la ville est dynamique. Ouais. Les infrastructures, il y en a. On a même construit un nouveau stade, on a mis le TGV. C'est pour vous dire qu'au-delà de ça, au-delà de simples quelques éléments de bilan d'ordre économique, il y a un réel besoin autre. Quand il parle de la violence, il ne le sait pas, il y a eu mort d'homme pendant le processus électoral au Sénégal. Il y a eu des répressions, il y a eu des gens qui sont allés en prison. Faye qui est devenu président, le fruit a été martyrisé par Macky Sall, il était en prison.
Donc, il y a eu un peu du caricatural dans ça. Le contexte congolais, c'est vrai, on est encore très loin de pouvoir avoir une certaine marge dans l'approche démocratique avec le Sénégal. Je pense toujours pas qu'il faille aller dans les approches comparatives. Okay. Parce que quand on parle de la France, quand on parle du Sénégal aussi, il faut parler. Il y a une réalité, c'est qu'il y avait une très bonne maîtrise des États sous le joug de la France. Et je crois aussi qu'il y a une dernière leçon qu'on doit retenir de ce qui s'est passé au Sénégal, c'est cette rupture avec la France-Afrique. Macky Sall est un candidat de la France, il a même été décoré avant même les élections pour asseoir sa notoriété, question de lui donner un peu d'épaisseur. Mais en fin de compte, la population a fait un autre choix, et aussi c'est par effet domino de ce qui se passe ailleurs, au Mali et à autres. Il y a cette volonté-là de pouvoir sortir de cette histoire-là. On ne va pas nous comparer au Sénégal, on ne va pas se comparer à la réalité du Sénégal. Nous sommes un autre État avec une culture politique, c'est vrai. Il y a des éléments, des similitudes, mais on a encore beaucoup d'autres valeurs. Quand on parle, par exemple, il évoque un élément très essentiel, très crucial que moi, j'aime évoquer souvent, la question de l'identification. Okay. Mais malheureusement, la question de l'identification, la responsabilité incombe aussi à l'opposition. Très bien, pasteur. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Quand on a mis en place l'ONIP pour répondre exactement aux éléments des faits évoqués par le pasteur Serge, puisqu'on est dans une sorte de crise des politiques, puisque la méfiance a pris la place à la réflexion dans l'arène politique, vite c'était non, on ne veut pas aller dans l'ONIP, c'est pour aider, c'est pour tirer les choses en longueur, pourquoi nous imposer? On est revenu sur les questions d'opportunité. Or, on aurait laissé ces gens-là le faire à cette période-là, on aurait eu gain de cause aujourd'hui. On aurait réduit certaines faiblesses en matière de gestion de l'électorat. Vous comprenez? Et c'est là où je dis qu'au-delà, à part le côté caricatural des acteurs politiques, à la limite, après, il y a des éléments qui doivent unir. Il y a des choses sur quoi on ne doit pas se diviser. Quand on dit, écoute, on a été longtemps un État qui ne s'est pas maîtrisé. Même quand je parle de la démographie, la responsabilité est partagée. Il dit deux choses vraies. Je comprends, dans le langage, il est dans le langage politique, il est dans la forme, mais dans le fond, quand vous verrez, l'État a la plus grande responsabilité. Très bien. Et nous, après, c'est quoi nous, après? La gestion de la société, c'est-à-dire, même quand on vous dit la déclaration d'un enfant né à la commune est gratuite pendant les 30 premiers jours. Nous sommes un État avec une évolution démographique très exponentielle. À gauche, à droite, les gens mettent au monde. Les jeunes gens aujourd'hui, déjà des 15 à 16 ans déjà aujourd'hui, qui représentent plus de 25% de ceux qui reproduisent régulièrement. Mais il y a un problème aussi de culture, d'éducation à ces niveaux-là, de l'état civil. On n'en a pas. C'est des problèmes d'ordre structurel sur quoi on doit réfléchir et on doit le résoudre. Et ça, il faut que l'État quitte cette politique bancale, qu'on entre dans les vrais projets de développement, dans les vraies questions de développement sociétal. C'est une question cruciale. Mais la question de l'identification, je crois que l'opposition nous avait aussi induit en erreur. À un certain moment, après, on était sur le riz pour dire aussi non. C'est un prétexte fallacieux pour tirer en longueur les élections. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un élément essentiel. Je l'ai dit au départ, pendant cette période-là, beaucoup m'ont pas entendu, surtout les amis sur le plateau à l'époque. J'ai dit, faisons la part des choses entre les arguments ad hominem d'ordre politique et les vraies questions de société. Et on l'aurait fait, peut-être que, qui sait, l'histoire serait différente. On aurait eu quelqu'un d'autre aux élections. Pourquoi peut-être pas Martin Fayulu, puisqu'il estimerait qu'il y a eu un problème à ces niveaux-là. Vous comprenez? À la limite, près, ça c'est une responsabilité quand on veut parler à l'opinion. La plus grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a fait un effort de créer une rupture. La communication, dans la plupart des cas, est très élitiste. On va arriver, on dit non, il ne faut pas aller au NIP parce que, et généralement, le fait que cette communication est très élitiste, la population en bas ne sait pas capter la vraie sensibilité de choses, il accepte facilement. Je dis que quand quelqu'un vient dire non, parfois on met des niaiseries dans la tête. On a bureau à partir, on a voté côté, mais et bimi combo mutumususu, manipulant. Le fait qu'on vient dans des approches comme ça, c'est très compliqué. À un moment près, faisons de la pédagogie. Que la population comprenne le vrai sens de la marche de la République, c'est le premier contrôle citoyen qui permettra à M. Serge aujourd'hui, quand il évoque des éléments vrais comme ça sur les questions de la gouvernance, que cette population soit en phase avec lui et qu'il y ait eu une forme de répression. C'est ça la force du Sénégal. Très bien. Quand on parle de questions de gouvernance, plus de la moitié des Sénégalais, même ceux qui ne sont pas partis à l'école, savent comprendre. Vous comprenez? Quand tu lui parles, par exemple, la question de la fiscalité, puisque c'est une population très débrouillarde,
C'est-à-dire que le fait qu'il fait, et il y a une faible propension vers l'informel comme chez nous, quand il a un petit peu, mais il veut croître, parce que d'abord il y a des allègements à ces niveaux-là, il y a aussi l'accès au financement qui a été créé depuis 2 années avec le Crédit Mutuel d'Épargne. C'est-à-dire que il a vite besoin de se formaliser pour jouir des intérêts, des avantages de l'État. Du coup, il y a une forme pédagogique derrière, il apprend et il sait ce que ça veut dire, il sait comment ça marche. Et ça, malheureusement, nous, on n'a pas voulu, généralement pour asseoir ces gens, et certains arguments qui nous créent cette rupture. Donc, en gros, il y a des responsabilités partagées, mais dans le fond, quand il parle de la résilience, par exemple, sur la question politique, il aura besoin de nouvelles alliances parce que les choses sont allées un peu très vite. C'est vrai, il y a eu un projet, mais le bonheur, c'est qu'il a un projet très attrayant sur quoi le Sénégalais se sont mis d'accord. Et maintenant, c'est autour de ça qu'il faut aller choisir. Et même ici, en RDC, j'ai toujours dit, les questions du développement transcendent les clivages politiques. On peut être adversaire. Si on peut se mettre d'accord pour travailler sur l'intérêt général, même pour un temps, faisons-le et puis après, on va reprendre nos guerres politiques. Merci beaucoup. Alors, pasteur, votre réaction, et puis, est-ce que les élections au Sénégal avec les nouveaux patrons niveau présidentiel, est-ce que ça vous inspire? Il est de l'opposition après quelques temps en prison. Est-ce que vous pensez qu'en 2008, cela sera le cas comme M. Diane le disait? Non, je ne pense même pas. Ici, je vous ai déjà dit tantôt, la classe, surtout la classe dirigeante, est inculte. C'est-à-dire, on n'a pas la culture démocratique, l'intolérance. Vous voyez, M. Feti Sekedi... C'est ce qui vous fait peur à l'opposition de travailler. Non, nous on travaille. Il ne faut pas suivre ceux qui sont au pouvoir. Par exemple, en 2019 ici, les amis qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous disiez? Qu'est-ce que Martin Fayulu représente? Et on a gagné les élections, il n'y avait pas... On dirait que vous êtes un repos. Il n'y avait même pas un coq, il n'y avait même pas une souris sur la riz, donc il ne représente rien. Très bien. Mais vous avez vu Fayulu, s'ils ont décidé même des machines à voter, on a donné aux amis de l'Union Sacrée, pourquoi? Mais lorsqu'ils se sont rendus compte que Fayulu descend dans l'espace Kasaï, Chikapa, Kananga, plus de 140 chefs coutumiers qui sont venus l'introniser. Vous avez vu, il a défié les fameux gouverneurs. Vous avez vu comment les gens ont été caillassés. On a mis à l'ébullition ces coins-là. Mais des foules, c'est-à-dire c'est un leader charismatique. Merci. Et lorsqu'il déplace, il ne donne pas l'argent. Et jusqu'aujourd'hui, je mets au défi, bon, lui peut-être comme il est journaliste, malgré sa position, il n'y a pas un leader, je pèse bien mon mot, il n'y a pas un leader, je ne suis pas fanatique, il n'y a pas un leader à la trempe de Fayulu, c'est-à-dire un leader charismatique qui peut drainer des foules sans donner de l'argent. Okay. Comprenez? Donc, jusqu'à présent, Fayulu, c'est un patrimoine. Donc, il pèse. S'il sort aujourd'hui, vous avez vu pendant la campagne ici, il n'a pas donné l'argent, il n'a pas donné de paille. Mais vous avez vu la population qui s'engage partout. Merci. Donc, mais permettez-moi de dire quelque chose. Lorsque j'ai essayé de dénumérer, pas s'il a voulu me raconter. Lorsque j'ai dit par exemple les PV disponibles via application mobile, lorsque j'ai essayé de numérer, et surtout la partie où j'ai dit il n'y avait pas de violence, il me rappelle qu'il y avait des violences. Non, certes, avant la campagne effective. Avant la campagne, on sait comment ça se passe dans des pays sous-développés. C'est pourquoi j'avais insinué ici, j'avais insinué ici, même le flou que Macky Sall a jeté dans l'opinion pour son 3e mandat, tout. Et la manière dont il a essayé de créer des conditions de répression, même Soko, il a été aussi arrêté. Ça, c'était avant. Mais pendant la campagne, quand j'ai énuméré ces éléments ici, c'est juste pendant la campagne. On n'a pas vu de violence comme on a vu au Kasaï, comment une maman a été dénudée, comment on a tiré à balles réelles, comment les gens on a cassé. C'était dans cet angle-là. Mais avant, c'est un mauvais exemple. J'ai cité ici, j'ai dit par exemple Senghor, Diouf, il n'y avait pas ça. Mais Wade et Macky Sall nous ont peut-être cet esprit-là d'envoûtement de Kagame, de Paul Biya, de Félix, d'Idriss Déby. Félix aussi. Oui, mais cet esprit-là de faire des choses de la manière que vous connaissez. Donc lui, il était aussi peut-être tenté de tomber dans cet esprit-là. Mais après, il s'est ressaisi, il dit non, moi je ne peux pas être envoûté par ces gens ici, je laisse les pays respirer, malgré tous les prouesses qu'il a fait, comme l'ami venait de citer ici. Il a fait quand même des infrastructures, il a fait des choses, mais ici les gens n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, pas de promesses, mais ils disent qu'ils doivent bénéficier d'un second mandat. Et ils ont eu même une majorité écrasante. Félix est allé au-delà de 70%. Imaginez, je ne sais pas dans quel secteur que Félix a quand même
à corriger, parce que parmi les missions, soit l'erreur d'un gouvernement, notamment, c'est corriger des erreurs. Nous, il a trouvé l'insécurité, toutes les promesses sont faites ici. Mais le même monsieur peut avoir au-delà. Quelle est la production pendant la législature, pendant le quinquennat passé? Mais pourquoi la population, puisse en 2018, Félix ici, c'est 32 députés. Mais comment cette fois-ci va avoir beaucoup de députés? Pour avoir fait quoi? Même mon ami là, je sais qu'il n'est pas avec eux. Mais est-ce qu'il peut vous dire quelle est même une proposition que les députés de l'IDPS ont amené qui a touché quand même. Il n'est pas de l'IDPS. Non, je comprends. Il a bien dit. Je comprends. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas des élections. Oui. C'est pas élection. Et un autre élément, lorsqu'il fait allusion à l'ONIP, il dit que nous aussi, on a une part de responsabilité. Oui. Non, nous, on n'a pas une part de responsabilité dans cette histoire-là. Vous avez découragé. Vous serez d'accord avec moi, c'était le professeur, c'est mon professeur de droit constitutionnel, monsieur... non, pas Bouchab, Adolphe Nouman. C'est lui qui patronnait cette histoire-là de l'ONIP en 2015, lorsqu'il y a eu, vous connaissez la marche. À l'époque, là, l'IDPS négociait avec Kabila, l'Italie, l'Espagne, ainsi de suite. Paix à son âme, le secrétaire général Sefi, notre aîné, Bruno Mavungo. Vous comprenez comment il mobilisait, il démobilisait la population. Lorsqu'il fallait les autres mobiliser, il dit non, c'est lui qui ne veut pas le dialogue avec Kabila, c'est un démon. Il savait que les autres étaient de l'autre côté là en train de négocier avec Kabila. Mais qu'est-ce que ces gens-là disaient? C'est que l'ONIP, on devrait d'abord recenser la population et le processus allait avoir au moins 3 ans. Et en 2015, nous devrions avoir les élections en 2016. Et c'est ce qui a compliqué, c'est ce qui a jeté là, je peux dire les pavés dans la main, c'est ce qui a mis le désordre. On a compris que ces gens n'avaient pas besoin d'organiser des élections. Et puis par l'appui, nous avons organisé les élections en 2016. Et quel est cet opposant qui est sorti encore dire que nous ne voulons pas de l'ONIP? Le discours à l'époque, c'était quoi? L'ONIP, bien sûr, mais organisons les élections en 2016. On n'a pas refusé l'ONIP. Mais la stratégie, c'était d'imposer l'ONIP qu'on termine d'abord les recensements pour avoir le nombre exact des Congolais et pensionner aussi le nombre de gens qui seront électeurs. Vous comprenez? C'était leur schéma. Et là, on a refusé. Et Félix, qui a refusé à Félix d'identifier les Congolais? D'abord, lui-même, il a commencé cette histoire, il a même la carte. C'est le seul Congolais qui a la carte. Il y avait qui la empêché d'organiser les élections. Non, je vous dis que c'est un schéma organisé par des politiques. Parce que si vous avez le nombre exact des Congolais, ça va leur mettre en difficulté de frauder pendant les élections. Mais il fallait parce que, mais par exemple, Martin Fayoulou, nous qui sommes tout autour de lui, nous avons levé l'option de ne pas parler. Nous, on ne fait pas comme l'IDPS. Vous savez que l'IDPS, lorsqu'il était en difficulté, malheureusement, aujourd'hui, ils disent que c'est un grand parti, ils sont forts. Mais lorsqu'ils étaient en difficulté, ils sont allés voir Kagame, ils sont allés signer des accords avec les CD. De toutes les façons, nous, on ne fait pas, nous avons que la bouche. Responsabilité partagée. Non, il ne peut pas nous donner cette responsabilité. Ce sont ceux qui dirigent. Nous, on n'a que la bouche pour parler. En dehors de ça, si nous restons dans l'hypothèse qu'on avait organisé des bonnes élections et que vous avez été choisi par la peau, vous avez l'impérium. Mais c'est vous qui avez la commande, c'est vous qui dirigez. Comment vous voulez jeter encore votre responsabilité à l'opposition, ceux qui n'ont pas l'impérium, ceux qui ne dirigent pas? Qu'est-ce que Fallou va dire? Il demande à la population, aujourd'hui Fallou dit, bon, je demande à la population d'accepter l'ONIP et que le gouvernement n'a pas de moyens. Est-ce qu'il y aura recensement? Donc là, je comprends, il a voulu juste utiliser son intelligence pour jeter le problème sur l'opposition. Mais sinon, il sait que si aujourd'hui on décide d'organiser le recensement, l'opposition ne peut pas. D'abord, c'est profitable à tout le monde. Merci. Comme un pays, on n'a même pas, on appelle ça quoi? Le permis de conduire. C'est inacceptable. Et il parle de l'infiltration. Les gens entrent, sortent. C'est impossible. C'est fait à dessein. Merci. Nous avons soupçonné le régime de l'AFDEL. On pensait que comme ils avaient toujours besoin de nous infiltrer, et aujourd'hui on a compris que ce n'était pas seulement les gens de l'AFDEL. C'est organisé par la classe politique. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent toujours tricher. Quand ils vont tricher, vous aurez des difficultés de dire qu'effectivement, il y avait autant de Congolais qui étaient inscrits, tout ça. Et c'est pourquoi même le fichier là, le fameux fichier. On vous dit, mais le fichier là, c'est combien? On ne sait pas, on ne va pas auditer. Il a appelé ses camarades là d'auditer. Ils ont déjà audité. Si vous ne voulez pas, ne participez pas. Il a déjà audité. Merci beaucoup, Pasteur. Un pays comme ça, et vous attendez que ce pays aille de l'avant. Très bien. La deuxième thématique, je ne sais pas si vous avez... Si on va revenir sur la deuxième thématique. J'allais juste poser une question rhétorique. Les discussions de 2015, on dit que pour enregistrer, normalement, ça prendrait 3 ans. Je le lui concède, c'est pas ça la date normalement. C'est-à-dire que, un peu comme aux élections, il y avait possibilité avec la technologie de trouver un compromis, engager une discussion, savoir à quel moment le faire. Mais bon, de 2015, il y a eu élection en 2016? Bien sûr que non.
Les élections ont été tenues en quelle date? En 2018. On aurait fait le recensement, on aurait perdu quoi? Voilà. Si je peux répondre, mais les gens Non, sont morts. je vais finir. Non, permettez-moi, Les gens sont morts pour Permettez-moi, qu'on ait une effet que même ces Non, dialogues-là. vous aurez la parole, pasteur. je dis toujours, les gens sont morts parce que justement dans ce lot de marketing, d'argumentaire politique, on n'a pas dit la vérité aux gens. C'est là où je parle de la responsabilité de l'opposition. Puisque, à la limite du possible, l'opposition voulait des bonnes élections et à un même moment mettre Kabila dehors. À la limite, les élections se sont tenues en 2018 avec ou sans recensement. Il y avait des contraintes. C'est là où je dis que faut éviter. Bon, si je dis sensationnel, ça sera péjoratif pour l'élite qui constitue l'opposition. Et le débat d'ordre politique sur pas le confondre avec les questions d'ordre de développement. C'est-à-dire, la question là était très cruciale et très pertinente pour l'opposition. Ça leur permettrait aujourd'hui de pouvoir quantifier la population dans une société où l'informel est une règle. Où il y a même des gens aujourd'hui qui sont dirigeants mais dont les enfants ne sont pas enregistrés à l'état civil. Sûrement. Vous comprenez. Et le comble, est-ce que la crainte de la date, ça pouvait être négocié avec la technologie réduite peut-être à 1 année, 6 mois, 1 année, 8 mois, à la limite 2 ans. On aurait eu ces recensements et les élections se sont tenues en 2018 avec ou sans recensement. Vraiment. Vous comprenez. Donc ça dit, le contrainte, à la limite, il faut voir quel est le contenu d'une proposition et en faire des contre-propositions. C'est là où on va aller un peu plus loin. Je ne veux pas, en tout cas, je ne me trouve pas légitime d'engager un débat politique avec le pasteur. Parce qu'il est de l'opposition, il lui faudrait quelqu'un de la majorité, un politique comme lui. Vraiment. Mais je crois que s'il rentre dans la logique, parce qu'il sait jouer dans toutes les catégories, s'il quitte la logique politique où il est, de sa casquette de décider, on va faire un débat constructif. Il verra que ça sera et dans l'intérêt de la population et des acteurs politiques. Merci beaucoup, pasteur. Vous aurez bien sûr la parole pour récupérer votre réponse. La deuxième thématique, c'est la question de l'insécurité à l'Est. Pourquoi les CG de l'ONU insistent sur les armes sophistiquées de 2023? Je vais toujours donner la réponse cachée directe à cette question, c'est parce que c'est de la dissuasion. L'ONU est dans la logique de nous empêcher de prendre une tangente militaire. C'est depuis toujours. Et on utilise justement cette pression d'ordre communicationnel et diplomatique pour s'aimer la crainte et nous pousser au retranchement. Ça fait longtemps qu'ils le disent, mais la preuve, c'est qu'il a suffi d'un feu de paille avec le Ouazalendo, un mouvement des moins de 20 000 hommes, pour que finalement on se rende compte de la supercherie du M23 qui ont été délocalisés dans certains territoires. Ça prouve à suffisance que c'est une stratégie, c'est une dynamique. Ce que le monde veut, c'est la discussion, coûte que coûte. Parce que depuis toujours dans la gestion de la question de la guerre de l'Est, on nous a imposé un modus operandi. C'est quoi le modus operandi? C'est qu'il y aura quelques coups de balle, il y aura quelques situations indélicates, et puis finalement on va se retrouver autour d'une table. La preuve, on a réussi quand même militairement à faire ces groupes-là en 2013, mais en fin de compte, on s'est retrouvé autour d'une table pour aller négocier et signer des accords. Donc c'est un schéma. Dans le schéma derrière, il y a plusieurs raisons. La première des choses, qu'il y a une forme d'éclaircissement. Il y a une évolution dans cette situation de la guerre de l'Est. Et la plupart des instigateurs, d'ailleurs, c'est des gens qui ne se salissent pas. Et vous verrez qu'aujourd'hui, même Kagame, qui était le porte-étendard, de temps en temps, il commence à avoir des décisions. Jusque-là, un peu cosmétiques, mais il y a des gens qui prennent du recul et de la distance avec lui, parce que c'est des gens qui ne se salissent pas. Le rôle de Kagame, Mobutu l'a joué à un moment donné de l'histoire. Ça veut dire que c'est des gens qui, se rendant compte qu'il y a eu évolution, être mélangés dans cette forme. Déjà, aujourd'hui, ils sont redevables au Rwanda à cause de ce qui s'est passé, leur léthargie dans le génocide rwandais, notamment avec tout ce qu'ils ont commis comme bêtises dans l'opération turquoise et tout ce qui va avec. Ça, c'est la France et ses alliés. Mais après, on se rend compte finalement qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas retomber dans les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, la situation de la guerre de l'Est s'avère être plus grave que le génocide rwandais, qui est devenu toute une affaire de fond, qui est devenu un argumentaire solide, un élément de langage de tout un État. C'est devenu un fonds de commerce pour le Rwanda. Et qu'aujourd'hui, citer et mettre à nu de manière définitive l'implication de toutes ces puissances dans la guerre de l'Est, qui d'ailleurs aujourd'hui semble être aussi très visible, va réduire l'influence dans un monde où il y a le choc au niveau international, dans le rapport de force politique. Il y a le BRICS qui naît de l'autre côté, qui est très regardant sur le continent africain. Sur le continent africain. Aujourd'hui, ça serait
un pas négatif de voir que la population prenne nos partenaires traditionnels, l'Occident, comme étant les gens qui nous ont maintenus au sol depuis toujours. Et ils doivent se défaire de ça. Mais pour que ça n'arrive pas, il ne faut pas qu'on arrive à la solution militaire. Il faut forcément qu'on négocie, qu'on rentre dans la logique telle qu'eux l'ont définie. C'est ça leur politique. J'aime pas trop, mais je crois que le jour où vous aurez l'occasion de lire la convention de Kigali, vous verrez que c'est tout un schéma dressé, même dans le comportement de certaines histoires qui se passent aujourd'hui. C'est un schéma tout tracé, nous imposer l'Angola qui... Pourquoi le choix de l'Angola? Cette fois, l'Angola est un État, dans l'histoire de la RDC, dans les péripéties de guerre, a toujours été un peu plus proche. L'Angola jouit un peu d'une certaine crédibilité, un peu neutre dans la situation de la RDC, que c'est un État avec qui on partage beaucoup de choses, notamment d'ordre économique, parce qu'il faut passer par là. Même l'idée de nous ramener précipitamment, ça c'est une erreur, j'ai toujours dit ça de la part du chef de l'État, de signer l'adhésion de la RDC dans cette communauté des États, c'est quoi, CEEAC. C'était une grossière erreur parce que dans le carcan économique, derrière, il y a des poussées très politiques derrière. Donc en gros, l'idée c'est de nous ramener dans le schéma traditionnel, mais là, on est devant un dilemme. Dans les questions d'ordre sécuritaire, on a deux possibilités. C'est soit on va jusqu'au bout de notre logique, on utilise l'approche militaire, soit on négocie. Mais, avec les pas qu'on a pris aujourd'hui, le recul, le refus, la posture qu'on a pris aujourd'hui sur les questions, le tableau où on discute la question de la guerre de l'Est, si on va négocier en position des faiblesses, bien plus que si on l'avait fait avant. Donc aujourd'hui, je le dis haut et fort, la seule option qui s'impose à nous, c'est l'option militaire. Autant qu'on a refusé de négocier aujourd'hui, c'est camper. Si on estime que ça ne pourrit pas, j'ai dit toujours, le Congo aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'Est, avec tout ce qu'on a accumulé comme dégâts, on a gagné le droit de se comporter comme étant un État voyou. Mais pour se comporter comme un État voyou, il faut se rassurer d'avoir les bonnes alliances. Il faut se rassurer d'avoir une histoire qui est adoptée par la plupart d'autrui. Je vais évoquer un élément essentiel, c'est juste un élément pédagogique. Allez-y. Monsieur le Président de la République, ou tous ceux qui viendront après, il est inconcevable aujourd'hui que vous ayez un ministre des Affaires étrangères, un Premier ministre, qui ne parle que français. Quand ils arrivent dans le milieu où les gens discutent souvent de ces histoires, là, c'est les anglo-saxons. Et ils sont obligés de se soumettre au traducteur qui est dans la cabine. C'est un frein aux enjeux. Ceux qui ont fait les relations internationales savent de quoi je parle. Dans la négociation, la langue est un vecteur important. Et à ce niveau-là, il faut corriger cette histoire-là. Et le complexe qu'ils ne veulent même pas apprendre. C'est très grave, ça. Merci beaucoup. On revient. Alors, pasteur, quelle est votre lecture par rapport aux propos tenus par les CG de l'ONU, bien que la présence de la MONUSCO est encore visible malgré les retraits progressifs? Ok, merci beaucoup. On va clore le premier débat, mais j'allais juste dire un mot. Lorsque M. Diane veut nous responsabiliser cette charge, il dit que les soucis, selon lui, les soucis, l'opposition avait le souci d'avoir le nombre exact c'est-à-dire de l'identification, quoi. Apparemment, le souci de la quantification, de l'identification de la population, selon sa démarche, revenait de l'opposition. Je ne pense pas. Vous ne m'avez pas compris alors. Non, il a dit ceci. La seule responsabilité que vous avez, participer aux élections, devrait se soucier. Vous comprenez? Ça dit de permettre. Comme vous le faites maintenant. Comme vous le faites maintenant. Est lié pour avoir le nombre exact de la population. C'est ce qu'il a voulu dire. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit avant. L'opposition dans la gestion moderne n'a pas la mallette du pouvoir. Nous ne gérons pas. J'ai dit aujourd'hui, par exemple, vous avez voulu aller dans les flous. Si ça n'a pas marché, parce que c'est vous qui avez mobilisé la population. Je me suis dit avec tous les respects. Le problème, c'est que le tout est politisé dans notre pays. C'est que nous avions compris que les gens qui étaient en face de nous, à l'époque même Félix était à l'opposition, n'avaient pas besoin d'organiser des élections en 2016. Vous comprenez? Et à l'époque, quand nous fûmes encore avec Félix et les autres, quand on posait la question bon, lorsqu'on faisait des débats, les porte-paroles du gouvernement de l'époque, je crois que c'est la même qui disait
il n'est plus, nous ne sommes plus dans l'état de palabre, de Kossambil. Organisez-vous, il y aura des élections en 2016. Mais dans la faisabilité, lorsqu'on regardait les choses en face, c'est comme si rien ne marchait. On est quand même intellectuel, c'est comme on venait d'organiser les élections ici. Vous voyez, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de fichiers, il n'y a pas quoi. Et c'est comme ça qu'on posait les questions. Est-ce que vraiment il y aura des élections? C'est pourquoi on faisait des pressions. Parce que Kabila, dans son schéma, il ne pensait pas quitter le pouvoir en 2016. Comme Macky Sall l'a fait. Et c'est qu'on est tout le monde. Il y avait des ballons d'essai. Et vous avez vu comment la pression de la communauté internationale qui est venue ici pour que Kabila puisse accepter, laisser, ou soit accepter, nous présenter son dauphin. Comprenez? C'était ça le schéma. Bien sûr, il n'est pas politique, mais il sait que c'était ça la réalité. Et si, nous, notre souci, c'était d'organiser des élections. Et surtout, si on devrait avoir l'ONIP et qu'on ait les élections crédibles, mais c'était au profit de l'opposition, puisqu'on allait gagner. On allait gagner à Olme, on allait gagner. Mais le problème, c'est que ceux qui étaient là, ils boutiquaient, ils ont dit on va imposer l'ONIP pour que l'identification ait lieu et jusqu'au bout, on devrait avoir 3 mois. Ça devrait avoir 3 mois, 3 ans. Et on a dit non, ça ne passe pas. Mettez votre histoire là, organisez nos élections en 2016. C'était ça un peu la nuance et la différence. Okay. Mais si tous ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les moyens, ce sont ceux qui ont été élus entre guillemets. Ce sont ceux qui ont les moyens, parce qu'aujourd'hui l'opposition peut dire bon, organisons les recensements. Et maintenant, vous avez fait bon. Le problème n'est pas la passée. Bon, je crois qu'on a continué le débat. Il ne faut pas nous responsabiliser parce que nous, on n'a pas les pouvoirs, nous sommes en dehors du système. Tu ne peux pas nous condamner, dire que l'opposition a aussi une part de responsabilité. Et par rapport à votre débat, on doit dépassionner le débat. On doit parler. Moi, j'en ai marre de ces mélodies ici. Depuis que nous étions encore trop petits, même sous le régime de Mobutu, il y a toujours. Mais qu'est-ce que vous faites? Les autres ont obtenu l'indépendance, par exemple, la félicité de 1995 ici. Les autres avancent. Nous ne sommes pas les seuls pays qui ont été colonisés. Nous ne sommes pas les seuls pays au monde qui ont les potentialités en termes de ressources. Même si vous allez au Niger, ici, il y a l'uranium. Partout dans le monde, il y en a. Mais le problème ici, vous pensez, parce que le vrai problème, c'est tous ceux qui sont aux affaires. Parce que quand Kabila le disait, nous, avec Félix, on disait que c'était faux. Parce que Kabila, à l'époque, moi j'ai participé à beaucoup de conférences, paix à son âme, les professeurs Biyoya, même le monsieur ici, c'est qui était de ici, le DG de l'INTNC, Freddy Moulou, quand j'étais à l'université, j'ai participé à beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous disait? Moi, je voulais savoir, mais pourquoi cette guerre? Qu'est-ce que ces gens-là disaient sous le régime de Kabila? Non, c'est une guerre asymétrique. Ouais. C'est une guerre hybride. Même la communauté internationale ne saura pas terminer les terroristes. En réalité, ce n'est pas ça. Là, ce qui se passe au Congo, c'est une guerre de complicité. Moi, je suis très mal à l'aise et je ne passerai jamais dans un média pour dire que je ne dédouane pas ici les forces occultes ou les causes exogènes. Mais ici, la classe dirigeante, surtout la classe politique, en général, en partie la classe dirigeante, a une lourde part de responsabilité. Plus de 95% de la classe, les gens qui sont aujourd'hui, qui nous dirigent, plus de 95% sont passés sous les mains. Ils ont touché des armes. Ils ont versé le sang des Congolais pour arriver là où ils sont. Je vous dis 95. C'est que plus des armes, même l'opposition non armée. Okay. Je venais de dire quelque chose ici, peut-être vous n'avez pas tiré l'attention. Quand l'IDP s'était bloqué, lorsque les MLC et Kabila ont décidé d'aller ici au Congo central signer les accords de cascade, l'IDP s'était essoufflé. Il est allé voir Kagame, Moubaki a fait 2 ans là-bas. Ils ont signé les accords avec LCD pour ramener ces gens-là. Parce qu'ils savaient que dans la démocratie, sur la rive, ils ont des armes. Donc, il faut utiliser RCD qui occupait, je crois, 55% du territoire congolais. Donc, la classe politique a une lourde responsabilité. Okay. C'est une guerre de complicité. C'est nous, c'est la classe, surtout la classe dirigeante. Mais pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau ici? Mais lorsque vous n'avez pas une bonne économie, il ne faut pas dédouaner le régime de Mobutu. C'est vers la fin du régime. Lorsque l'armée, le gouvernement n'était plus à mesure d'organiser l'armée, c'est-à-dire de payer convenablement les militaires. Il y a même des images, des vidéos où les militaires de Mobutu se chamaient, même ils disaient injustice c'est dans la carte armée, unité musubazo futa mabie bisoto futa makamala mouté. Et je suis d'accord avec cette démarche. Pourquoi? Parce que James Kabarebe me dit ceci. Après le génocide du Rwanda, lorsque les Hutus ont fui les Rwandais pour déverser ici au Zaïre, c'est les Tutsis qui avaient récupéré le pouvoir, ils faisaient des incursions pour contenir les Hutus qui étaient venus de l'autre côté. Ils avaient peur que ces gens-là rentrent. Et ils se sont rendus compte, ça c'est James Kabarebe, ils se sont rendus compte qu'au Zaïre, il n'y avait plus l'armée.
Ça, c'est déjà 94-95. Ils se sont rendus compte que Zaïre avait pris l'armée. Mais laissez-moi vous dire, à cette époque-là, il y avait des généraux démaillés, tout le monde est là, ils étaient dans le business, au général Massoua et général Intel. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Vous avez des généraux de businessmen. Donc c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Les gouvernements étaient incapables d'organiser l'armée. La police, les gendarmes à l'époque, les services de sécurité. C'est ce qui a fait que nous soyons faibles. Et c'est ce qui a donné maintenant les goûts aux autres. Et d'autres Congolais naïfs, comme Mouzé, les autres sont allés prendre des armes. Sous-traités pas. Les autres, prendre des armes, c'est pas l'apanage de Mouzé. Mais le problème, c'est que moi, pourquoi je me pose à Mouzé, c'est parce qu'il n'était pas franc. Il n'a pas dit aux Zaïrois de l'époque que derrière moi, il y a des Rwandais, des Ougandais. Là, j'allais les pardonner. Mais lorsqu'il venait de 96, 97 jusqu'à 98, il ne nous a pas dit que derrière lui, il y avait des Rwandais. C'est en 98 qu'il nous dit que non, il y a des Rwandais, en particulier des Tutsis, qui veulent nous coloniser dans notre pays. C'est là le danger. C'est-à-dire qu'ils ont camouflé ces gens-là. Ils sont venus ici. Même un chef d'État, lorsqu'un chef d'État dit, moi j'ai dit à ces gens-là de partir, je vois même un ministre qui parle, je dis, oh, mais comment toi tu as nommé quelqu'un sans savoir? Merci. Vous comprenez? Donc les problèmes, et depuis ces jours-là, depuis 96 jusqu'à aujourd'hui, les mêmes schémas continuent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'entre nous, regardons-nous en face, vous pensez que des multinationales viennent ici signer des accords avec des gouvernements, depuis le gouvernement de Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui, signer des accords pour exploiter nos minéraux? On va les empêcher? Mais les Chinois sont ici, les Français sont ici, les Américains sont ici. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est qu'il y a un système de prédation. Nous avons nos minéraux, c'est les politiques qui sont entrés en cadence. Ils prennent nos minéraux, ils ont des carrés miniers. Vous avez vu même le président de l'Assemblée nationale qui vous dit, mes amis, sortez. Moi, Nganchou, tu as l'autre député là qui s'est chamaillé. Non, toi, tu viens de prendre des rebelles au Rwanda. C'est ça la vérité. Nous avons des minéraux, nous partons vendre là clandestinement là-bas. Et c'est ce qui se fait que de l'autre côté là, Ouganda, Rwanda, des pays frontaliers, ils ont des comptoirs. Et les multinationales viennent acheter là-bas. C'est ça la réalité. Ils viennent acheter là-bas. Ils viennent acheter là-bas. C'est pourquoi même l'Union européenne passe par là, parce qu'ici, même si vous allez dans la dimension peut-être avec un autre système de taxes et tout ainsi de suite, système de douane, ça pose des problèmes. Il y a trop de complications. Mais quand ils passent là-bas, et les gens qui vous agressent, Félix, certes, il est venu la trouver, mais il nous a rappelé devant Macron que Kagame est dans ces pays pendant 3 décennies. Mais le même monsieur, en 2021, vous allez signer des accords commerciaux, les accords militaires, et vous oubliez la guerre de 6 jours qui s'engage. Voilà notre part de responsabilité. Alors, si le secrétaire général des Nations Unies, il dit, parce qu'il sait que c'est une guerre de complicité, jusqu'à preuve du contraire, la RDC n'a pas encore une armée rodée, comme le président burundais avait dit, la RDC n'a pas une armée rodée, capable de sécuriser le territoire et la population. C'est pas moi, c'est le militaire, le président burundais. À quoi ça vous profite de venir relayer le propos du président burundais? Mais, chers compatriotes, continuez à se camoufler, à dire que les choses marchent bien. Vous avez suivi les militaires, on nous empêche ici de ne pas dire les militaires, par exemple, ils sont mieux payés. Mais vous avez suivi, il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux, un militaire, je crois, au Qatar, qui dit qu'il n'en a foutu à militaire. On doit dire des choses vraies, frère. Le problème, c'est que faisons un effort d'organiser des choses sur le plan interne. Mobutu l'a fait. Il n'a pas gagné les élections, il a organisé l'armée, on avait une armée dissuasive. Mais lorsque vous êtes au pouvoir plus de 5 ans, vous continuez à dire qu'il y a des infiltrés, mais vous êtes incapable d'identifier ces infiltrés. Merci, pasteur. Mais en même temps, la population, il y a des déplacés internes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Qu'on dise qu'on a une armée forte, mais on continue à subir. Merci. Il y a des déplacés internes, on nous tue chaque jour. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, cher Mike Gardi, il y a des observateurs qui pensent que est-ce que notre rapprochement avec Poutine ou la Russie peut nous mettre en difficulté avec d'autres organisations qui semblent, avec de termes simples, nous accompagner, être nos partenaires, bien qu'avec double langage. Jusque-là, aucune sanction, mais ils font quand même des propos à décourager l'armée par rapport à tout ce qui possède notre ennemi. Jusque-là, je n'ai vu aucun rapprochement avec la Russie. Il faudra qu'on soit clair. Des projets, non, c'est pas de projet, c'est plutôt ça, c'est un desiderata qui naît de l'opinion publique et qui le dit haut et fort. Ça s'est dit généralement, beaucoup d'analystes le disent à gauche, à droite, mais il n'y a rien de formel à ces niveaux-là. Alors, quand vous parlez de cette question-là, je vais dire au pasteur en le regardant droit dans les yeux, cette guerre n'est pas une guerre de complicité. C'est pas ça.
C'est vrai qu'il y a eu des Congolais qui s'impliquent là-bas, peut-être ignorants, pour des raisons, pour la plupart des cas, économiques. Mais cette guerre-là n'est pas une guerre de proximité. Quand vous trouvez l'arc-boutant, c'est vrai, vous parlez de Hutu et de Tutsi. C'est l'argumentaire que le Rwanda utilise aujourd'hui pour justifier, mais je sais qu'intellectuel que vous êtes, je vous redonnerai. C'est vrai que les gens, dans les livres de Charles Onana, avant le livre de Charles Onana, il y a eu beaucoup d'articles de cette nature-là qui révélaient la plupart des complots. Même le conflit entre Hutu et Tutsi, au départ c'était un conflit communautaire, mais dont certains s'en sont servis pour pouvoir organiser en bande cette occupation de l'autre côté du Rwanda. J'ai dit toujours aux gens, et je le rappelle, la question de la guerre de l'Est, dès lors qu'on va dans le factuel, on se perd. Il faut toujours les mettre dans son ordre historique de choses. On saura voir exactement d'où proviennent les choses et quelles sont les vraies réalités. Et je veux me permettre de le dire, je sais que vous le faites en tant qu'intellectuel, vous êtes libre de le dire, mais le fait de dire aujourd'hui que cette guerre est une guerre des complicités congolise encore une fois de plus ces approches-là et donne assez d'argumentaires au Rwanda. On sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Aujourd'hui, il a utilisé les bons termes. Les esprits faibles qui aujourd'hui profitent d'aller là-bas, AFC, les Corneille Nangue, les autres. Corneille Nangue là-bas parce qu'on a ravi ses carrés miniers, il est sous sanction pour les élections qu'il a organisées. Et puis finalement, par frustration, et il est tombé dans la proposition, je l'ai dit avant les élections. Il y a des propositions sur la table des politiques. Je suis sûr que même chez eux, cette proposition-là a circulé, justement pour rejoindre ces camps-là, pour formaliser, parce que l'argumentaire sur quoi les gens qui jouissaient de cette transit-là disaient toujours, c'était une affaire entre Congolais, qui naît de frustration d'ordre politique. Au bout d'un moment, les politiques, on a presque vidé, je crois que la dernière génération, c'est la génération de, comment il s'appelle, le type de RL, celui de RL TV. Roger Lumbala, qui après il est revenu, qui a simplement demandé révolution, pardon, et puis après je ne sais plus qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. À un certain moment, il y a eu une vague qui s'est un peu stoppée des gens qui avaient tendance à chaque fois qu'on veut un poste, on va faire la guerre et autres. On est resté dans cette logique-là et le M23 a pris sa part de responsabilité. Mais qu'aujourd'hui, puisqu'il y a eu des responsabilités impliquées dans cette question-là, il fallait trouver un moyen de remettre à l'interface de Congolais pour annuler la responsabilité extérieure dans cette question-là. Vous n'allez pas aujourd'hui regarder le Congolais leur dire que le Rwanda n'est pas dans une bataille de terre, alors que c'est connu, c'est un schéma très dessiné. Vous n'allez pas dire cette guerre-là a plusieurs implications. J'ai toujours dit aux gens, les gens ne le savent pas. Moi, j'ai eu la chance de lire les accords d'Amsterdam de 82, où le monde, particulièrement l'Union européenne, est dans une réunion conjointe avec l'OTAN, considérant la RDC comme étant une réserve. Je suis d'accord avec quand vous parlez de la responsabilité. Est-ce que c'est de notre responsabilité de pouvoir trouver des voies et moyens pour résoudre ces problèmes? Mais pour qu'on en arrive, on ne résout pas un problème structurel par des solutions d'ordre conjoncturel. Ces problèmes nous durent depuis très longtemps. Aujourd'hui, je veux vous dire deux éléments, moi, qui me réjouissent. La première des choses, c'est que pour une fois, l'idée de pouvoir n'est pas suivre à la loupe le schéma tel que dessiné. Vous arrivez ici, signez tel accord, et puis on va aller dans ça. Ce souci de pouvoir voir clair et de contourner le rebelle pour aller négocier avec le tireur de ficelle. Le M23, Paul Kagame, qui n'a jamais nié une certaine responsabilité aujourd'hui, s'érige en négociateur. Au nom de quoi? Pour une question qui ne le concerne pas. Pourquoi Paul Kagame veut se retrouver autour d'une table pour négocier? Négocier quoi? Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui on nous met en protagoniste avec Paul Kagame? Si lui, il ne tire pas ficelle. Pourquoi aujourd'hui vouloir nous contraindre à aller négocier? Pourquoi aujourd'hui les États-Unis? Quand c'est le Rwanda et le M23 qui continuent à torpiller à gauche à droite, les États-Unis sont calmes. Le jour où le Wazalendo récupère Sake, je vois un communiqué du département d'État américain évoquant les intérêts américains dérangés par cette situation. On parle de quoi? Il y a des éléments factuels. Je ne vous parle pas des éléments alambiqués. Je ne vous donne pas un point de vue caché du fond de mon cœur. Je vous parle des éléments factuels. Même au Conseil de sécurité, ils ont demandé au Wazalendo de ne plus... de ne plus attaquer les positions du M23. Mais est-ce que vous avez lu la déclaration de la dame, la représentante des Nations Unies ce matin? Que le M23 a récupéré toutes les positions laissées par les forces de DAC. La question c'est pourquoi? Est-ce le terme de l'accord de l'Angola, de Luanda? Non. Écoute, à un certain moment après, c'est ce qu'on a dit. On a notre responsabilité. Cette responsabilité est face au monde. Aujourd'hui, parce que nous sommes,
le monde nous voit différemment. C'est à nous de changer ces prismes-là. Il faut qu'on prenne notre responsabilité en main. Ça passe par là, mais je suis d'accord. Mais quand on revient sur les Ougandais, les Tutsis qui disent qu'il n'y avait pas d'armée. Bon, s'il n'y avait pas d'armée, quand ils ont fui, c'est quelle armée qui les a mis dehors? Très bien. Cette armée-là représente encore beaucoup de faiblesses, pas suffisant pour assurer l'intégrité territoriale aujourd'hui, mais cette armée-là existe malgré cet art. Ça, c'est un argument cousu pour nous faire accepter des faiblesses qui sont chimériques. Très bien. Cette guerre, je répète, n'est pas une guerre de complicité. On se sert de Congolais pour justifier une guerre qui est décidée à un plus haut niveau. Et c'est à nous, Congolais, de prendre conscience, qu'on soit opposition ou majorité, de voir les choses ensemble. D'abord, c'est vraiment une question existentielle, malgré, vous avez abordé ça en dernière minute. Je donne un cas précis pour démontrer que c'est une guerre de complicité. Il y a un général congolais, après avoir eu des problèmes, des petits soucis avec Kagame, il décide lui-même d'aller se jeter à la CPI. Et on lui pose la question, décliner l'identité. Il dit, je suis rwandais, nationalité rwandaise. Tu vas parler à quelle langue? Kinyarwanda. Mais ici, à la République démocratique du Congo, c'est un général congolais. Est-ce qu'on peut nous brandir une ordonnance nommant ces messieurs-là à la République démocratique du Congo par Kagame ou par Kagame? Parce qu'il s'est dit rwandais. Ça, c'est l'infiltration, c'est pas la complicité. Je suis désolé. Donc, l'infiltration, et je vous en prie, avec tout le respect, l'infiltration, c'est lorsqu'on vient infiltrer vos services sans que vous-même vous les chassiez, sans que vous-même vous soyez au courant. Vous comprenez? Par exemple, un exemple terre à terre. Vous êtes à la maison, là, ta femme me dit, non, ça c'est notre cousin, il vient du village. En réalité, c'est pas son cousin. Et c'est son ancien amant. Ça, c'est l'infiltration, c'est-à-dire on vous amène quelqu'un que toi-même tu ne sais pas. Vous comprenez? Mais lorsque vous vous engagez dans des discussions, vous allez dans des différentes conférences, des dialogues, vous acceptez que ces gens-là, ce sont des Congolais et vous les nommez. Vous leur donnez des postes de responsabilité dans l'armée, dans les services de sécurité, dans l'administration. Après, un matin, vous venez encore et vous dites qu'aux Congolais, par exemple, après Sun City, même les autres se sont mis ensemble, ils disent que ce sont des Congolais. Après, un matin, vous venez encore que non, ce sont des étrangers. Là, je ne suis pas d'accord. Ça dit les Congolais, excusez mon frère, les Congolais pour le pouvoir, ils sont prêts à embrasser n'importe qui. Non. Mais lorsqu'il est... Bon, par exemple, le cas de notre Enebemba, non, vous avez parlé. Ensemble City, il était ensemble, même l'IDP c'était ensemble avec les Rwandais. Ils ont signé tout ce qu'ils ont signé. Mais quand on a mis Bemba de côté, il est allé à la CPI. Il nous dit encore, non, ces gens-là, ça va Rwandais. Non! Lorsqu'il était par exemple avec le monsieur de Lubumbashi ici, Katoum, ils ont sillonné ensemble. Ils disent ce sont frères. Mais pendant les élections, il y a des étrangers aux annales. Ça, c'est la malhonnêteté là. De les Congolais pour le pouvoir, ils sont prêts à démonter tout. Non, la réalité c'est quoi? Je termine par là. La réalité c'est que organisons d'abord le pays sur le plan interne. Merci. Ayez une armée forte. L'armée forte, ce n'est pas des incantations. Fouta bango salaire à malam. Tala bakande ngezana. Bako consommer mes régimes à cabinet. Non, le budget part là-bas. Le budget part là-bas. Mais si vous regardez les conditions des militaires, il n'y a rien qui signifie que le budget part là-bas. Vous voulez les décourager? Pas décourager. Mais vous êtes dans un pays, mon frère, avec tout le respect, je comprends votre sensibilité. Lorsqu'un chef de l'État, Félix, dit ceci, on m'a menti. On est de 21 000 hommes et c'est 10 000 hommes. Tout le monde a langue nini. C'est une guerre de complicité. De la complicité sur le plan interne, surtout interne et externe. C'est nous-mêmes qui nommons ces gens-là. Très bien. Pour raison d'avoir le pouvoir. Merci beaucoup, Pasteur. Et pour terminer ça, organisez d'abord de bonnes élections parce que le peuple, surtout la partie orientale, ils savent que Moutou Azali, à des étrangers, c'est le sud, va sanctionner Bango. Mais lorsque vous créez des fonds, vous organisez un processus bâclé. Pour raison de causes, vous nommez ces gens-là, qui sont devenus des députés. Nous-mêmes, nous rendons la chose difficile. Très bien, c'est ça notre responsabilité. Ah, mais quand vous le demandez notre responsabilité, papa vous dit. Alors, il dit c'est pas la minute, il y a les États-Unis, on dit. On retient quoi dans une minute? En fait, quand il dit que je dis pas la responsabilité, ça prouve à suffisance que le pasteur ne m'écoute pas. Dans une minute. C'est là où je dis de manière ramassée. Oui, de manière ramassée, je veux le dire très vite. Le premier conseil, c'est que il y a des questions dans la vie, il faut enlever le regard politique. Merci. Le regard, quand je dis politique, le regard partisan. C'est très important. Je reviens sur un élément essentiel, ce que les gens doivent retenir. Cette bataille n'est pas une bataille des complicités. Enlevez-vous ça de la tête. Okay. Et quand on parle de la notion de l'infiltration, elle n'est pas réducteur, comme le pasteur vient de le dire. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans l'infiltration, on peut même vous imposer quelqu'un pendant 20 ans,
un enfant dont vous ne connaissez pas, et puis après il prend la nationalité congolaise, et puis il se met à grandir, mais pour servir d'autres intérêts. Il y en a plein. Les Américains vous sont acceptez que champions votre dans enfant, ça. après vous dites que c'est un infiltré. On vous impose un enfant pendant 20 ans, et après vous dites que c'est un infiltré. Ou c'est un enfant... En fait, il veut pas comprendre. Malheureusement, je ne sais pas citer des noms de gens. Il y a des gens ici qui arrivent comme un cheveu dans la soupe. Ils s'organisent pour avoir une communauté. Les Américains sont champions dans ça. Ok. On en a plein ici, des gens qui Dans sont d'autres venus thèmes, pour l'administration ne servir fonctionne pas. Non, Ça va mais- de donner l'identité Ouais, mais- à quelqu'un, on doit quand même avoir... Tout à l'heure, vous avez parlé de responsabilité. Ah. Je veux chuter. Je répète cette phrase-là. Quelle est maintenant la nôtre? Je vais répéter cette phrase-là. Que personne ne vienne vous dire que cette guerre est une guerre de complicité. C'est un argument très C'est une facile guerre et très classique. réducteur. C'est des gens qui voient au premier Mais degré. pourquoi vous signez les accords avec Laissez-moi Kagame? parler, soyez Mais pourquoi responsable. vous signez avec Kagame? Soyez responsable. Soyez responsable. Si vous voulez faire cette discussion-là ad hominem des politiques, faites ça avec les gens de l'Union sacrée. Je crois qu'ici, restons. Touche mon argumentaire. Oui, mais c'est un argumentaire scientifique. Mais laissez-moi parler. Vous avez donné votre argumentaire. Parce que Kagame dit que ce qui se passe au Congo, c'est Daniel, une guerre laissez-moi finir, congolo-congolaise. laissez-moi Pourquoi vous finir. signez les accords avec Kagame? Et c'est là où je dis, je veux chuter par un élément, c'est là où vous comprenez que un politique congolais arrive sur un plateau, sa source, son arc-boutant de son argument, il dit les discours de Kagame. C'est dangereux. C'est-à-dire? C'est très dangereux. Chers Congolais, cette guerre n'est pas une guerre Qui signe les accords avec complicité. Kagame, c'est moi, c'est Ça n'a rien à voir avec vous. Les arguments qu'ils utilisent aujourd'hui, on l'a utilisé sur Kabila. Et puis on a passé des gens, c'est pas ça. Kamer nous a dit ici que Cette Kabila a question-là signé est des une accords question nuitamment avec Kagame. Aujourd'hui, Ça, c'est pas la complicité. les choses sont Kamer est tellement vivant. claires. Et Les Rwandais sont entrés ici, on nous a menti qu'ils ne sont pas entrés. entrés. C'est toujours, C'est des gens qui vous ont ça c'est pas la qui complicité. nous ont traîné erreur et c'est erreur après. Et même ton pays, Et mon quand frère, ils c'est une arriveront guerre dans de le complicité, pouvoir, on les confirme. quand ils vont arriver au Merci pouvoir, beaucoup. c'est ces jours-là qu'ils vont reconnaître la réalité des Très choses. bien, Le merci bonheur beaucoup, d'être Pasteur historien du Serge, présent. merci. La RDC a signé C'est des très accords en facile. 2008. Très facile. En 2008, Gardi, Caméra a perdu même son Mesdames poste. et messieurs, Vous savez Sans que la population soit pourquoi il veut informée. même pas que je parle. de Non, ce ça s'appelle Boulakam. déjà- Vous avez compris pourquoi il plaisir était pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous est pris prochainement. Désormais, demain, retrouvez Monsieur Dan Zenk dans Grande Tribune. Merci, au revoir.